Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de mon métier, parce que oui, j'ai une activité en dehors de YouTube, et en plus, je rencontre très souvent des personnes qui me demandent d'expliquer mon métier. J'ai l'impression que c'est un métier dont on entend beaucoup parler, mais finalement, on ne sait pas trop concrètement ce qu'il y a derrière. C'est parti, je vous explique tout ça. Du coup, en dehors de YouTube, je travaille dans un cabinet de conseil où je suis consultante en transformation digitale. Le métier du conseil, moi, pour l'expliquer simplement, j'aime bien le comparer au métier du médecin. Pour moi, le consultant, c'est un peu comme le médecin des entreprises. C'est quelqu'un que les entreprises contactent lorsqu'elles ont un problème et qu'elles souhaitent le résoudre. Comme un médecin, le consultant va d'abord diagnostiquer l'entreprise, l'analyser, regarder ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans l'entreprise. Ensuite, le consultant va suggérer à l'entreprise des solutions pour répondre à son problème, un petit peu comme le médecin proposerait un traitement. Et le consultant va vraiment accompagner l'entreprise tout au long de la résolution de son problème, il va vraiment l'épauler et il sera là en cas de rechute ou de nouvelles difficultés qui apparaissent. Le consultant entretient la relation avec l'entreprise qui l'aide dans la durée, un petit peu comme un médecin suit son patient. En plus, comme pour les médecins, les consultants ont des spécialités. Par exemple, moi je suis spécialisée en transformation digitale des entreprises, c'est-à-dire que les entreprises qui feront appel à moi auront uniquement des problématiques liées au digital et que je vais les aider à utiliser les technologies pour améliorer leur fonctionnement. Mais on peut aussi se spécialiser en ressources humaines, par exemple, pour aider les entreprises à répondre à leurs problématiques en termes de recrutement ou de qualité de vie au travail. Ou on peut se spécialiser aussi en finance pour aider les entreprises à optimiser leurs coûts. Et plein d'autres spécialités encore. Pour finir la présentation générale de ce métier, je vous dirais aussi qu'il existe deux grands types de consultants. Il y a les consultants internes, qui sont les salariés d'une seule entreprise et qui aident cette entreprise particulière à résoudre ses problèmes. Et il y a les consultants externes, c'est-à-dire des consultants comme moi qui travaillent en cabinet de conseil et qui sont amenés à aider plusieurs entreprises au fil de leur carrière sur des problématiques assez larges et parfois très différentes. Et c'est ce dernier métier que je vous présente plus en détail dans cette vidéo. Pour que ça vous parle un petit peu plus, de manière concrète, je vais vous donner quelques exemples de missions qu'on peut réaliser en tant que consultant en transformation digitale. À noter que je vais vous présenter uniquement les missions qui traitent de ma spécialité. Les missions vont vraiment varier en fonction de la spécialisation que vous choisissez. Par exemple, ce qu'on peut faire en tant que consultant en transformation digitale, c'est aider une entreprise à mettre en place une solution collaborative pour aider l'entreprise à mieux télétravailler et à faciliter la communication, la collaboration de ses équipes en travail à distance. Ça, c'est des missions évidemment qui ont été beaucoup demandées par les entreprises au moment du premier confinement et qui sont toujours demandées aujourd'hui. Les conditions sanitaires ont obligé les entreprises à travailler à distance, à avoir recours au télétravail et beaucoup d'entre elles n'étaient pas équipées, n'avaient pas de solution pour permettre aux employés de collaborer efficacement et en toute sécurité à distance. On peut aussi être amené à réaliser des études sur des technologies émergentes ou peu connues des entreprises, par exemple la blockchain, qui est une technologie très nouvelle, très récente, qui permet de stocker et de transmettre de l'information de manière totalement transparente et sécurisée. On en entend beaucoup parler, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, et nous, en tant que consultants en transformation digitale, ça peut aussi rentrer dans le cadre de nos missions, de faire une étude sur l'impact de la blockchain, sur les métiers de la finance par exemple. On peut aussi aider de manière très opérationnelle une entreprise par exemple à mettre en place une application qui va l'aider à améliorer son fonctionnement. Par exemple, personnellement, je suis intervenue auprès d'une association qui souhaitait mettre en place une application de partage de vidéos et donc on l'a aidé sur ce projet. Alors bien sûr, nous n'avons pas codé l'application parce que nous ne sommes pas des développeurs, mais nous avons aidé l'association à penser l'application, à savoir qu'est-ce qu'on met dans cette application, qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse, et ensuite on a réalisé une maquette de cette application. Donc en fait on a rendu tangible tous les éléments dont on avait parlé, qui présentaient un modèle de ce à quoi l'application pourrait ressembler, pour aider en fait les membres de l'association à visualiser leur application. Un dernier exemple que je peux vous donner, mais vraiment il y en a plein d'autres, là je vous donne un petit peu des exemples en vrac. Par exemple, on peut aussi aider une entreprise à changer de fournisseur de services d'infogérance, c'est-à-dire de services informatiques. Concrètement, les entreprises, elles font appel à des fournisseurs qui s'occupent de leur fournir les tablettes, les téléphones, les ordinateurs des collaborateurs. Et nous, on intervient pour aider l'entreprise à faire son choix entre tous les fournisseurs du marché et sélectionner celui qui sera le plus pertinent, c'est-à-dire celui qui répondra le mieux à ses contraintes de budget et de qualité de service.
À noter qu'on peut vraiment tomber sur des sujets qu'on ne connaît absolument pas. Moi, c'est ce que j'adore personnellement dans ce métier, c'est qu'on est en constant apprentissage. Par exemple, moi, je suis loin d'être une experte sur la blockchain, et pourtant, demain, je peux être amenée justement à conseiller une entreprise sur ce sujet. Et donc, vraiment, il va falloir que je me documente, que je me renseigne, que je me forme pour pouvoir conseiller au mieux l'entreprise qui a fait appel à moi, et que finalement, je finisse par maîtriser complètement le sujet. Bref, comme vous le voyez, c'est très très large et on peut toucher vraiment à beaucoup de sujets différents. Bon, je vous parle de missions depuis tout à l'heure, mais concrètement, comment est-ce qu'on a connaissance de ces missions? Ah, attendez, c'est mon comme poudrier. On a besoin de moi pour une nouvelle mission. Non, dans la vraie vie, ça se passe pas vraiment comme ça. Nos missions, en fait, il faut qu'on les gagne. En fait, lorsqu'une entreprise a besoin d'aide pour résoudre un problème, elle va publier ce qu'on appelle un appel d'offres. Pour faire très simple, c'est un document dans lequel elle va expliquer son problème ou son besoin. Et cet appel d'offres va ensuite être envoyé, transmis sur une plateforme accessible à tous les cabinets de conseil du marché qui vont pouvoir savoir que, par exemple, l'entreprise Y a besoin d'aide sur tel ou tel sujet. Donc chaque cabinet reçoit l'appel d'offres de l'entreprise Y et décide s'il souhaite y répondre ou non. Parfois, l'entreprise Y a des besoins auxquels le cabinet de conseil ne peut pas répondre et donc tout simplement il ne répond pas à l'appel d'offres. Si le cabinet de conseil souhaite y répondre, il va préparer ce qu'on appelle une proposition commerciale ou une propale dans le jargon. Et dans cette propale, il va se présenter et expliquer comment il compte aider l'entreprise sur son problème. Il y précise notamment les profils qu'il compte mobiliser, le planning prévisionnel pour aider l'entreprise à résoudre son problème et évidemment ses tarifs. L'entreprise demandeuse, notre fameuse entreprise Y, reçoit donc toutes les propositions commerciales des différents cabinets de conseil qui ont souhaité lui répondre, et ensuite elle va étudier ces différentes propositions, notamment en regardant si le planning et le prix lui conviennent, et elle fait son choix pour sélectionner le meilleur, c'est-à-dire celui qui répondra le mieux à son besoin selon elle. Une fois son choix fait et quelques détails administratifs réglés, la mission peut commencer avec le cabinet de conseil qui a été choisi. Pour vous aider à comprendre encore plus concrètement ce métier, je vais vous décrire une journée type. Alors, il y a deux grands types d'activités qu'on peut être amené à faire en tant que consultant. Les activités externes, qui sont donc les missions de conseil, dont je viens de vous donner plein d'exemples, et aussi les activités internes, qui permettent de développer le cabinet dans lequel vous travaillez sur plein d'aspects différents. Quand je suis en mission, généralement, je me déplace chez le client. C'est-à-dire que je me rends dans les locaux de l'entreprise qui a fait appel à moi. Alors ils peuvent être proches, moi je travaille sur Paris, donc ils peuvent être basés sur Paris. Ils peuvent être aussi en région. Et ils peuvent même être à l'étranger. C'est un métier où on bouge pas mal. Je suis par exemple chez mon client chez lequel je dois mettre en place Teams pour l'aider à mieux télétravailler. Eh bien je participe ou j'organise des réunions d'avancement pour voir si tout se passe bien, si le planning est respecté, s'il n'y a pas d'autres problèmes qui sont apparus. Je prépare des supports pour les ateliers qui vont nous servir de base à la réflexion et j'échange avec le client et avec mes collègues consultants. En clair, je fais beaucoup de PowerPoint et de travail d'équipe. C'est vraiment les deux composantes de ma journée. C'est vrai, c'est un métier dans lequel on travaille très très souvent en équipe et c'est bien normal d'ailleurs parce que quand on est en mission notamment, les problématiques du client ne sont jamais simples et ne peuvent pas être résolues avec uniquement un seul profil. Dans l'exemple que je vous donne où j'aide une entreprise à mettre en place Teams, eh bien il faut un profil assez technique qui soit vraiment très à l'aise sur la solution, qui connaisse très bien les avantages, les inconvénients. Il faut aussi un profil qui sache aider les utilisateurs à mettre en place cette solution, donc qui soit assez pédagogue, qui sache bien expliquer les tenants et les aboutissants de la solution pour la faire adopter par le plus de monde possible. Et il faut également par exemple un profil qui sache guider les travaux et qui sache diriger les bonnes ressources au bon endroit. C'est aussi ce qui fait la richesse de ce métier selon moi, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes différentes issues de divers horizons et dont on a beaucoup à apprendre. La mission en termes de durée c'est vraiment très très variable, ça peut durer quelques semaines comme quelques mois voire quelques années. Et pareil pour les horaires, ça dépend vraiment de votre client. Vous vivez au rythme du client finalement. L'autre grand type d'activité que je vous ai mentionné, ce sont les activités internes. On peut, en tant que consultant et quel que soit notre grade, participer à des activités internes pour faire grandir et se développer le cabinet de conseil dans lequel on travaille. On peut par exemple aider l'équipe de communication interne pour relayer l'information et rendre les différentes actualités du cabinet plus visibles par l'ensemble des collaborateurs. On peut aussi par exemple aider l'équipe recrutement à faire passer les entretiens ou à préparer les différentes campagnes de
recrutement, par exemple. En tout cas, c'est vraiment une super opportunité de développer de nouvelles compétences qui sortent un petit peu finalement de notre cœur de métier, de faire de nouvelles rencontres et puis surtout de se sentir utile parce que véritablement on peut apporter notre pierre à l'édifice. Pour vous donner un exemple personnel, j'ai pu rédiger 2 articles qui ont été publiés sur le blog de mon cabinet. Et j'ai vraiment été en autonomie de A à Z pour rédiger ces articles. J'ai choisi les sujets de mon choix que j'ai fait valider et ensuite j'ai proposé une trame de rédaction, pareil, que j'ai fait valider par l'équipe en charge de la publication des articles. Et puis voilà, ils étaient publiés. Je vous mets le lien des 2 articles dans la description de ma vidéo si vous souhaitez aller jeter un œil. Pour vous donner aussi un autre exemple de participation interne qui est fortement encouragée, c'est la participation à la rédaction des fameuses propositions commerciales dont je vous parlais un petit peu plus tôt. En effet, ces propositions commerciales, elles sont vraiment cruciales parce que meilleures elles sont, plus elles auront de chances d'être retenues et donc plus elles auront de chances de rapporter des missions et donc de l'argent au cabinet de conseil qui les a produites. Et donc vraiment tout le monde est encouragé à participer à ce niveau-là, quel que soit son grade. Parlons des grades justement, petite transition toute trouvée. Les appellations de chaque grade et les durées de passage entre les grades sont assez différentes entre les cabinets, mais je vais vous donner un ordre d'idée qui globalement correspond à la moyenne du marché. Quand on rejoint un cabinet de conseil en stage, en alternance ou juste après avoir été diplômé en premier CDI, on est consultant junior. En tant que consultant junior, on est bien encadré sur nos missions, on apprend le métier auprès d'autres consultants plus expérimentés et on découvre aussi l'organisation de notre cabinet. Ensuite, après environ 2-3 ans dans ce grade, on peut passer consultant senior. Là, on a gagné plus d'autonomie et plus d'aisance sur notre périmètre. On a acquis des connaissances assez solides sur différents sujets et on est amené à aider les consultants moins expérimentés que nous. Puis, après environ 3-4 ans, parfois plus dans ce grade, on peut passer au grade de manager. Et là, on est vraiment amené à encadrer et diriger une équipe, à conduire les missions et également à devenir un référent, un expert sur un ou plusieurs sujets. On est également beaucoup plus sollicité sur la partie commerciale pour aider le cabinet à gagner des missions. Et ensuite, si on veut aller plus loin, donc là c'est au bout d'une dizaine d'années d'expérience, on peut atteindre le grade de partner. Et là, vraiment à ce grade, on a énormément de responsabilités. On participe aux décisions stratégiques de notre cabinet, on encadre les équipes, on supervise les missions, on a une relation très privilégiée avec les clients du cabinet. Enfin bref, on est sur tous les fronts. Après, on n'est pas obligé de faire toute sa carrière dans le conseil. Il y a des personnes qui, au bout de quelques années dans le conseil, vont basculer vers un autre métier. Par exemple, la transition la plus logique quand on est consultant en transformation digitale, c'est au bout de quelques années de basculer vers un poste de directeur des systèmes d'information dans une entreprise. Donc là, on s'est vraiment spécialisé dans un poste, on n'est plus en tant que consultant, on n'est plus en train de conseiller plein d'entreprises, mais on se sert de tout ce qu'on a vu pendant nos missions de conseil, on se sert de toutes les expériences qu'on a acquises pour pouvoir les mettre en application au sein d'une seule et même entreprise et donc occuper un poste assez stratégique puisque le poste de directeur des systèmes d'information, c'est un poste quand même avec de hautes responsabilités. Pareil, pour les personnes qui se sont spécialisées en conseil en ressources humaines, elles vont pouvoir ensuite, après quelques années, basculer vers un poste de directeur des ressources humaines, par exemple. Donc le conseil, ça peut vraiment être soit une seule et même voie à suivre, soit un tremplin pour ensuite accéder à des postes à haute responsabilité dans des entreprises bien particulières. Alors, on va faire un petit focus sur les avantages et les inconvénients de ce métier selon moi. Pour moi, les avantages sont vraiment nombreux. Un des plus gros avantages que je vois à ce métier, c'est la diversité des missions. On peut vraiment être amené à intervenir sur des tonnes de problématiques complètement différentes qui certes sont en rapport avec notre spécialisation, mais vraiment le champ des possibles est presque infini. Il y a vraiment une possibilité de progresser toujours, de toujours acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, et vraiment on se voit progresser, on se voit grandir au fur et à mesure. Comme je l'ai dit aussi précédemment, le travail en équipe c'est vraiment très plaisant. On est amené à rencontrer des personnes vraiment très différentes qui viennent d'horizons complètement différents du nôtre, que ce soit de notre cabinet de conseil et aussi que ce soit dans les entreprises dans lesquelles on intervient. Et un avantage aussi qui me tient à cœur et qui réside vraiment dans le cœur de ce métier, c'est qu'on aide les entreprises qui font appel à nous. On est vraiment là pour servir leurs intérêts, pour les aider à faire mieux, à s'améliorer. Et on peut aussi assez souvent adopter une posture de force de proposition, c'est-à-dire que si on sent par exemple que l'entreprise dans laquelle on intervient ne prend pas la bonne direction, on peut complètement lui dire
Écoutez, ce que vous faites là, au vu de notre expérience et de notre expertise, on pense que c'est pas vraiment la bonne direction dans laquelle vous allez. Donc on vous conseille plutôt de faire comme ci ou comme ça. Et on a vraiment une force, un poids parce qu'on a un regard extérieur et parce que voilà, on a acquis des compétences en regardant un petit peu ce que les autres entreprises du marché font. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut vraiment s'exprimer et aider les entreprises à réfléchir et à prendre leurs décisions, même les plus stratégiques. Un des plus grands inconvénients de ce métier, selon moi, c'est qu'on ne choisit pas ses missions. Et ça, il faut vraiment être prêt et le savoir avant de s'engager dans le conseil. Alors bien sûr, les cabinets essayent de prendre en compte au maximum nos envies et de nous positionner sur les sujets de notre choix, mais parfois on va être amené à travailler pour des entreprises clientes dont on ne partage pas du tout les valeurs, par exemple, ou on va être amené à travailler sur un sujet que l'on n'apprécie pas du tout, et notre cabinet attend vraiment de nous qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, quelles que soient les circonstances, et donc même si on n'aime pas l'entreprise pour laquelle on travaille, ou même si on n'aime pas le sujet sur lequel on intervient, c'est toujours très important et très demandé de faire preuve de résilience, de prendre du recul et de rester positif en fait en toutes circonstances, de se dire même si cette expérience ne me plaît pas, elle va forcément m'apprendre quelque chose et donc je vais quand même donner le meilleur de moi-même pour satisfaire au mieux les exigences de mon client. C'est aussi un travail qui est assez prenant. Bien sûr, beaucoup de cabinets font des efforts pour permettre à leurs collaborateurs de mieux allier leur vie personnelle et leur vie professionnelle, mais ça reste quand même un travail qui est très demandeur de disponibilité. Notamment quand vous êtes en mission, comme je vous disais, vous devez vous adapter au rythme de l'entreprise dans laquelle vous intervenez. Et donc, si vous avez de la chance et que l'entreprise ferme ses locaux à 18h, c'est parfait, vous pouvez rentrer assez tôt chez vous. Par contre, si les employés de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ont l'habitude de rester tard et de faire des heures, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir les faire aussi ces heures. Personnellement, moi ça m'est très très rarement arrivé en 2 ans de temps d'être sollicitée après 20h et encore quand ça m'est arrivé, ça doit être, je sais pas, 2 fois en 2 ans. Donc vraiment, pas de souci pour moi de ce côté-là, mais ça peut arriver et il faut vraiment en être conscient. Alors, les qualités nécessaires pour faire ce métier, selon moi, la première, c'est qu'il faut être curieux et avoir envie d'apprendre. Ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit tout au long de cette vidéo, mais vraiment, l'objectif, c'est de savoir sortir de sa zone de confort et d'aimer ça. Aussi, il y a des qualités très importantes dans la manière de s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Vraiment, on est sans arrêt au contact des clients, on doit vraiment avoir une posture parfaite auprès des clients. Et donc ça passe par une très bonne expression orale, une très bonne expression écrite dans les supports qu'on propose. Les clients payent vraiment du travail intellectuel quand ils font appel à un cabinet de conseil, et donc ce travail doit être parfait, même dans les moindres détails. Donc pas de faute d'orthographe, une bonne posture, une bonne communication pour faire passer ses idées, ça c'est très important. La qualité d'écoute aussi est très très importante pour faire ce métier. Il faut écouter activement ce que le client nous dit pour être sûr de bien comprendre son besoin et donc de bien y répondre, mais il faut aussi savoir entendre ce qu'il ne nous dit pas. Et ça, c'est aussi une qualité très importante, de savoir un petit peu sentir les gens, je dirais, de savoir qu'une personne est en train de nous dire quelque chose qu'elle ne pense pas, par exemple. Ou alors qu'une personne est en train de nous parler mais ne nous dit pas totalement le fond de sa pensée. Et ça, c'est très important si on arrive à le déceler. L'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre les gens qui sont en face de nous, de comprendre à la fois ce qu'ils nous disent et aussi parfois ce qu'ils ne nous disent pas. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le métier du conseil. Évidemment, c'est une présentation assez générale. Finalement, c'était voilà, pour vous donner un petit aperçu de ce que je fais au quotidien et de ce qu'est le métier qui m'anime tous les jours. Je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur ce métier, soit à me poser des questions directement dans les commentaires de cette vidéo, soit à me rejoindre sur My Job Glasses. My Job Glasses, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. C'est un petit peu un réseau social entre étudiants et professionnels, où les étudiants peuvent consulter des profils de milliers de professionnels et leur poser des questions via un chat ou par téléphone sur leur métier. Et donc moi j'ai très régulièrement des étudiants qui me contactent pour que je réponde à leurs questions sur qu'est-ce que c'est le conseil en transformation digitale. Donc vraiment n'hésitez pas, je vous mets le lien de mon profil My Job Glasses en commentaire. À noter que je ne suis pas du tout sponsorisée par My Job Glasses, c'est juste que vraiment moi j'adore cette plateforme. Je l'ai utilisée en tant qu'étudiante et maintenant je l'utilise en tant que professionnelle et vraiment je la recommande. Avant de vous laisser partir, je vous propose un petit bonus parce que je pense qu'il faut avoir un petit peu d'autodérision dans la vie et que le métier du conseil s'y prête vraiment très bien. Je vous propose un focus sur le vocabulaire du consultant.
Parce que oui, croyez-moi, le consultant a son langage bien à lui et si vous décidez de faire ce métier, dans les premiers mois qui suivront votre arrivée, vous serez peut-être un petit peu perdu parce que vous entendrez des mots et des expressions que vous n'avez entendu nulle part ailleurs. Alors c'est mi-franglais, mi-mot inventé, enfin bref, vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Ouais, salut Eric, tu vas bien? Bah oui, écoute, la forme. Est-ce que tu pourrais me shooter le CR du copil? Ouais, en fait, c'est parce qu'on va formaliser les recos des use cases de notre approche agile et j'en ai vraiment besoin ASAP. Ouais, je te remercie. Vous n'avez rien compris? C'est normal, vous vous habituerez. Bon, évidemment, c'est une phrase un petit peu caricaturale, on n'emploie pas autant de termes inventés dans une phrase quand même. Mais voilà, ça vous donne un petit florilège des différentes expressions que vous serez amené à rencontrer si un jour vous rejoignez un cabinet de conseil. Et si vous voulez d'autres exemples et vous amuser à parler comme un vrai consultant 3.0, moi je vous conseille le site bullshitter.fr. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Franchement, je me suis trop amusée. En fait, c'est un générateur de phrases avec des expressions comme ça un petit peu disruptives et ça va vraiment vous aider à pouvoir parler comme un consultant. Après cette petite parenthèse, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles vidéos sous un nouveau format que j'ai hâte de vous faire découvrir. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, gardez le cap!